Pour la session d'aujourd'hui, donc, on va parler de la statistique descriptive. C'est cette partie qu'on va vraiment développer. Et la prochaine session, on s'étendra sur le volet qui porte sur l'étude d'association. En général, quand on parle de statistiques, la plupart des gens vont penser à ce qui est à l'écran là. Et je suis sûr, quand on dit à quelqu'un, voilà un statisticien, l'idée qu'il a dans la tête, c'est comme l'image qui est à côté là. C'est-à-dire, c'est un ensemble de choses extrêmement compliquées là, avec des sommes, des racines carrées de n plus 1, somme pour x à x, i moins x bar, le tout au carré, ainsi de suite, avec des courbes qui sont très, très bizarres, x1 plus, c'est vraiment l'idée que la plupart des personnes ont en tête quand on parle de statistiques. Ou à défaut, certains ont résumé la statistique à la valeur P ou encore à la p-value. Je me rappelle une fois même, il y a certains gens avec qui je travaillais, ils ne savaient pas que p-value, c'est ce qu'on appelle en français la valeur P. Tellement le concept a été mystifié, embrouillé, on dit c'est la p-value. Alors qu'en réalité, la statistique dont on est en train de parler, quand on parle d'un plan d'analyse statistique, c'est complètement autre chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment complètement autre chose. Moi, voici ce que je mets dans le concept de statistique, c'est 3 éléments. Première chose, c'est la collecte des données. Donc, faire remplir les questionnaires comme les chiffres qu'on a là. Deuxième chose, c'est faire une analyse et une interprétation de ces données-là. Et troisième chose, c'est prendre des décisions ou faire des projections à partir des données qui ont été collectées. Et la vérité, c'est que dans la vie de chaque jour, nous tous, on est des fins statisticiens. Absolument. Je vous prends un exemple simple. Lorsque tu sors de chez toi et que tu es en train d'aller, peut-être au travail, tu veux prendre le taxi. Tu sais par exemple que, en général, lorsque tu sors de la maison, si tu prends le taxi de telle distance à telle distance, j'ai eu à prendre le taxi 4 fois, 5 fois, j'ai eu des embouteillages à tel endroit. Donc, il vaut mieux que pour cette fois-ci, comme j'ai une réunion un peu tôt, je prenne plutôt un taxi dans telle autre direction. Et en général, je suis déjà en train de utiliser les données que j'ai eu à collecter. Peut-être je suis allé 2 ou 3 fois en suivant un chemin précis. Donnez-moi une seconde. Donc, je disais, en général, tu vas prendre ces données-là que tu vas pouvoir analyser, même si tu n'as pas rempli des formulaires précis par rapport à ça. C'est des données que tu auras eu à collecter, même dans ta tête. Tu vas faire quelques petits calculs avec. Tu vas te rendre compte que ce chemin me coûte plus cher ou me prend plus de temps par rapport à tel autre chemin. Donc, je choisis celui-ci et non pas tel autre. Tu as collecté les données, tu as fait une analyse d'interprétation et tu as pris une décision sur cette base-là. Ça, c'est déjà de la statistique. Bon, j'ai même failli dire la statistique avancée. Bon, sauf que ce n'est pas vraiment avancé. Et dans le domaine de la recherche, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu remplis, par exemple, les données, on va le voir tout à l'heure, quand tu prends les valeurs de l'âge de chaque participant, tu peux carrément toi mettre tout ça dans un fichier Excel. Tu vois quelle est la moyenne de l'âge, par exemple. Là, tu es déjà en train de faire la statistique. Tu peux, par exemple, dire, OK, je vais comparer 2 groupes. Est-ce que, par exemple, les hommes ont plus d'infections au VIH que les femmes? Et quand je fais ces comparaisons d'infections, je tire une conclusion, je prends une décision, je suis déjà en train de faire de l'analyse statistique. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Et moi, l'un de mes challenges, je dirais même l'une de mes missions, c'est d'arriver à démystifier la statistique au point où, quand on parle de statistique, personne n'est plus effrayé. On sait que c'est quelque chose qui est simple, qui est accessible et qui peut être utilisé pour la prise de décision chaque jour. Et donc, en termes de définition, il y a quelques éléments qu'on va voir là. Quand on parle de statistiques descriptives, en général, c'est la méthode qui va nous permettre de résumer les données pour les rendre plus faciles à comprendre. La statistique descriptive, c'est que j'ai un ensemble d'informations, comme ici, par exemple, j'ai les valeurs du sexe de l'individu ici. J'ai masculin pour le premier participant, masculin, féminin, féminin, masculin, masculin, ainsi de suite. Ça, c'est un ensemble de réponses que j'ai collectées, peut-être une quinzaine de participants. Donc, imaginez que quelqu'un est allé sur le terrain, il a collecté ces informations sur le sexe, et il a ces réponses que je suis en train de présenter là. Si on lui pose la question, quel était le sexe des personnes que tu as rencontrées sur le terrain? Parce que nous, on veut savoir, ça nous intéresse de savoir si ces personnes-là, c'est plus des femmes ou des hommes, etc. Si la personne commence à dire, la première personne, c'était un homme, la deuxième, c'était un homme, la troisième, c'était une femme, quatrième, c'était une femme, cinquième, un homme, ainsi de suite. On va se rendre compte qu'il va nous perdre du temps
et imaginez qu'il a eu à voir 50 personnes, à la fin, on ne va pas capter l'information qu'il nous donne. Pourtant, il a répondu à la question qu'on a posée. Quel est le sexe des personnes que tu as vues? Il nous a donné une réponse qui correspond au sexe des personnes qu'il a vues. Mais sauf que ce n'est pas facile à comprendre de cette façon-là. Et le but de la statistique descriptive maintenant, c'est de rendre la chose facile et accessible en disant par exemple que j'ai eu à voir 15 personnes parmi lesquelles il y avait 8 hommes et 7 femmes. Là, on comprend plus facilement, on a une idée globale et c'est ça le principe de la statistique descriptive. Et vous allez voir qu'en fait, toutes les données qu'on collecte dans le cadre d'un travail de recherche, c'est ce qu'on appelle des variables. Une variable, c'est quoi? Une variable, c'est une caractéristique qui peut changer d'un individu à l'autre ou alors d'un instant à l'autre chez un même individu. Donc, c'est tout ce qui a comme caractéristique, comme information, qui a la possibilité de changer dans une population qu'on étudie. Par exemple, quand je fais une étude sur, supposons je fais un travail sur les facteurs de risque du cancer du sein dans la ville de Yaoundé. Je vais recruter les femmes et je vais collecter un certain nombre d'informations sur leurs caractéristiques. Par exemple, quel est votre âge, quelle est votre profession, est-ce que vous fumez, combien de grossesses, etc. Ça, ce sont les variables que je vais collecter. Et c'est des variables parce que une femme peut avoir 40 ans, une autre a 35, une autre a 28. Ça, c'est une caractéristique qui change d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'une variable. Par contre, dans cet exemple, le sexe n'est pas une variable parce que toutes les personnes que j'ai recrutées seront de sexe féminin et donc à ce moment, ce n'est plus une variable, ça reste la même chose chez tout le monde. Et toutes les études qui existent en fait tournent autour des variables. Tout ce qu'on fait dans la recherche, c'est collecter les valeurs de ces caractéristiques qu'on appelle les variables. C'est tout ce qu'on fait. Quand vous allez voir un question, même si c'est 50 pages, 60 pages, ce ne sont que des variables qu'on a mis dessus et l'enjeu, c'est aller prendre la valeur de ces variables-là chez chaque participant qu'on a eu à inclure dans notre étude. Et parlant des variables, on aura deux grands groupes. Ça, je crois que ça, c'est un grand classique. Les variables qualitatives qui ont la particularité d'être celles qui décrivent un état. Et donc, on ne peut ni compter ni mesurer. C'est ça qu'on appelle les variables qualitatives. On ne peut ni les compter ni les mesurer. Tandis que les variables quantitatives ont la caractéristique qu'on peut compter ou mesurer, mais surtout que les opérations sont possibles avec ces variables-là. C'est-à-dire, on peut faire des additions, des multiplications, des divisions. Et aussi, la réponse, c'est un nombre. Et je vais apporter une clarification ici. En général, la plupart des gens pensent que dès que la réponse, c'est un chiffre ou un nombre, alors c'est une variable quantitative. Or, ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple. Si je vous dis le grade de l'hypertension artérielle, on peut avoir grade 1, grade 2, grade 3. Maintenant, bien que la réponse soit des chiffres 1, 2, 3, cette variable-là n'est pas une variable quantitative. Parce qu'en fait, on ne peut pas additionner les grades. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si grade 1 plus grade 2 égale grade 3. Ça n'a pas de sens, parlant du grade de l'hypertension artérielle. Et c'est pourquoi ce n'est pas une variable quantitative. Bien que ce soit des chiffres, bien que ce soit le résultat d'une mesure, les opérations ne sont pas possibles avec ça. Donc, ce n'est pas une variable quantitative, c'est plutôt une variable qualitative ou encore catégorielle. Alors qu'à l'inverse, si je parle par exemple du nombre de grossesses qu'une femme a, c'est une variable quantitative. Parce que si une femme a 2 grossesses et qu'on ajoute 2 grossesses, ça va faire au total 4 grossesses qu'elle a déjà eues au total. Et donc, c'est une variable qui est quantitative. On peut compter le nombre de grossesses et on peut y appliquer des opérations. Et c'est important d'avoir ce principe parce qu'on va voir dans la suite que la façon de présenter les résultats pour une variable dépend de la nature de cette variable-là. Et donc, si quelqu'un se trompe déjà entre quantitative et qualitative, c'est clair que dans la présentation, on sera au champ. Et évidemment, les résultats eux-mêmes ne vont pas refléter ce qu'on est supposé avoir et ce sera juste dommage pour l'ensemble de ces éléments. Et c'est pourquoi c'est important de bien comprendre la distinction entre ce qui est variable qualitative et ce qui est variable quantitative. Maintenant, ceci étant dit, on va voir le cas de la description des variables qualitatives. C'est-à-dire, lorsque j'ai une variable qualitative et qu'on me demande de décrire, décrire en fait revient à présenter les réponses obtenues
des participants. C'est-à-dire, c'est de rendre compte de ce que j'ai obtenu comme réponse de ceux qui ont participé à mon étude pour la variable dont j'ai collecté les informations. Et pour présenter les variables qualitatives, pour les décrire, donc, si je prends par exemple le cas du niveau d'études qu'on a ici, vous avez par exemple là, le variable niveau d'études avec les réponses primaire, primaire, secondaire, ainsi de suite. Si on me demande de décrire, ce que j'aurais à faire, c'est de présenter un tableau de fréquence. C'est comme ça qu'on appelle ça, un tableau de fréquence, qui est en fait un tableau dans lequel je présente les effectifs et les pourcentages des différentes modalités de réponse de ma variable. Et vous avez un exemple qui est juste à côté là. On a par exemple la variable sexe, c'est une étude où on peut être masculin ou féminin. Et j'ai les différentes modalités de réponse, masculin et féminin justement. Et le tableau de fréquence m'aide à présenter les effectifs et les pourcentages de cette variable sexe que j'ai ici. J'ai une variable la mode de vie. Est-ce que c'est seul, avec conjoint ou en famille? J'ai également les effectifs et les pourcentages correspondant à cette variable qualitative aussi. Pareil pour statut matrimonial qu'on a en bas. Et donc, lorsqu'on dira de faire le plan d'analyse statistique et que j'ai une variable qualitative à décrire, ce qu'on me demande de faire, c'est faire un tableau de fréquence dans lequel j'aurai dans la première colonne mes différentes variables avec leurs modalités de réponse. Ensuite, j'aurai une colonne pour les effectifs et une colonne pour les pourcentages avec un titre sur mon tableau. Et là, c'est tout. Et je sais qu'à partir de ça maintenant, lorsqu'on fera l'analyse statistique, on va me présenter donc avec les effectifs et les pourcentages tels que c'est prévu là, et j'aurai les résultats de mon étude prêts à être utilisés. Et comme j'ai mentionné ici, ça on l'a déjà dit la fois passée, mais je le redis encore vraiment, on peut présenter plusieurs variables dans le même tableau. Comme ici par exemple, j'ai sexe, mode de vie, statut matrimonial, mais la seule condition, c'est que le tableau doit tenir sur une seule page. Et donc, ça, c'est la description en ce qui concerne les variables catégorielles ou qualitatives. Pour les variables quantitatives maintenant, décrire, c'est toujours présenter les réponses obtenues, sauf qu'on aura deux possibilités en ce qui concerne les variables quantitatives, donc celles qu'on peut compter ou mesurer. La première possibilité, c'est de répartir en catégories, c'est-à-dire de fragmenter en différentes tranches et à ce moment, de pouvoir décrire comme ce qu'on a fait pour une variable qualitative, c'est-à-dire avec un tableau de fréquence. Donc, quand j'ai des variables quantitatives dans mes données et que j'ai eu à collecter ces variables et que je dois décrire ces variables quantitatives-là, j'ai une option qui est de fragmenter en tranches. On a un exemple ici, la pression artérielle systolique, par exemple. On a une catégorie de moins de 140, 140 à 160, 160 à 180, plus de 180. Et je définis d'emblée dans mon plan d'analyse statistique que pour cette variable quantitative qui est la pression artérielle systolique, je vais la fragmenter dans ces différentes catégories, ces différentes tranches, et ça me permettra de calculer les effectifs de pourcentage et donc de faire un tableau de fréquence. Il y a un autre exemple à côté là, avec l'âge, vous voyez, il y a moins de 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, ainsi de suite. Et on peut faire un plan d'analyse statistique avec cette variable mise dans ces catégories-ci et laisser effectivement le pourcentage vide pour que ce soit rempli. Et un conseil que je vous donne ici, quelque chose de très important, il vaut mieux pour vous ne pas laisser le statisticien décider des tranches que vous allez utiliser pour les variables. En général, c'est mieux que vous-même vous définissiez ces tranches-là, vous-même. Et souvent, on me demande, OK, docteur, sur quelle base est-ce que je choisis les tranches? En général, il y a deux approches. La première approche, c'est que si c'est une variable pour laquelle il existe déjà une catégorisation logique sur le plan clinique ou sur le plan des habitudes pour cette variable-là, comme la pression artérielle par exemple, il vaut mieux utiliser les catégories qui sont déjà connues pour cette variable-là. Par exemple, si quelqu'un prend la pression artérielle systolique et décide de mettre 140 à 150, 150 à 170, je crois que personne n'acceptera ça parce qu'on a déjà classé, il est admis par les cardiologues qu'il vaut mieux utiliser ces catégories-ci pour parler des grades de l'hypertension artérielle. C'est pareil si j'ai un paramètre biologique comme la natrémie, par exemple. Il y a des catégories qui sont déjà connues. Si je prends par exemple le nombre de grossesses en gynéco, ils ont déjà une façon de définir les nullipares, les primipares, les possipares, les multipares, les grandes multipares, avec des catégories définies à l'avance. Et donc, il vaut mieux adopter ces catégories-là. Je disais, s'il n'y avait pas déjà des catégories prédéfinies et connues pour la pression artérielle systolique, le plus simple serait de voir les études qu'on a eu à faire avant,
dans lesquels on évoque la pression artérielle systolique. Et à partir de là, je me calerai juste sur les tranches qu'ils ont eu à utiliser eux-mêmes dans ce cas-là. Mais si même je ne trouve rien dans la littérature, ce qui serait un peu bizarre quand même que ce soit le premier à parler d'une variable, à ce moment, je prends ce qui me semble logique et adapté pour mon étude, mais en m'arrangeant à ne pas avoir trop de catégories. Qu'est-ce que j'entends par trop de catégories? En général, à plus de 6 catégories pour une variable quantitative mise en tranche, c'est déjà trop. Donc, si peut-être j'ai affaire à l'âge des participants et que j'ai l'âge qui s'étend juste entre 20 et 40 ans, alors je peux me permettre de faire des tranches de 5, 20 à 25, 25 à 30, 30 à 35, 35 à 40. Mais si j'ai l'âge qui va de 1 an à 90 ans, bien, si je fais des tranches de 5, j'aurai au total 18 catégories, ce qui est trop. Si même je fais des tranches de 10, ça me fera au total 9 catégories, ce qui est encore beaucoup. Là, je peux me permettre de faire des tranches de 15, genre moins de 15 ans, 15 à 30 ans, 30 à 45, 45 à 60, peut-être 60 à 75 et plus de 75. Et c'est à peu près cette logique qu'on va utiliser donc pour définir les catégories lorsqu'on n'a pas une référence dans la littérature. Et bien sûr, s'il y a déjà une référence, c'est ça qu'on va prendre comme j'étais en train d'expliquer là. Et ça, c'est la première façon de décrire les variables quantitatives. La deuxième façon, c'est de conserver les valeurs absolues, c'est-à-dire de travailler sans créer des catégories. Mais à ce moment, ce qu'on va décrire, c'est ce qu'on appelle la tendance centrale et la dispersion. Et donc, je disais, l'autre option, c'est d'utiliser des variables quantitatives avec les valeurs absolues. On va travailler avec ce qu'on appelle dans ce cas la tendance centrale et la dispersion. Et je vous encourage vraiment à prêter attention et à bien capter ces éléments. Parce que c'est des choses qui ont l'air simples, mais j'ai rencontré des professeurs d'université qui avaient du mal à faire la part dans ces choses et qui malheureusement se retrouvent en train de dire des bêtises, entre guillemets, des choses qui ne tiennent pas la route, juste parce que le principe qui est derrière n'a pas été compris. Et si on ne capte pas ce principe, on ne pourra pas faire un plan d'analyse statistique qui est cohérent et encore moins, on ne pourra comprendre les résultats d'analyse. Même si quelqu'un vous aide à faire l'analyse pour vous, vous ne pourrez pas comprendre les résultats de cette analyse parce qu'il y a des principes que vous n'aurez pas saisis là derrière. Et ça, c'est un exemple ici de présentation. Là, vous voyez, j'ai par exemple mis ici, l'âge moyen était de 7,3 plus ou moins 2,1 ans avec un minimum de 2 ans et un maximum de 34 ans. Ça, par exemple, c'est la présentation de ce même résultat qu'on a en haut ici, mais juste que là, j'ai utilisé la tendance centrale et les paramètres de dispersion et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est quoi la tendance centrale? La tendance centrale, en fait, c'est la valeur qui résume au mieux toutes les observations. Et quand je parle d'observation, je parle juste des réponses que les gens ont données. C'est la valeur qui me permet de résumer. C'est un peu comme le centre, un peu comme le milieu, un peu comme ce qui représente la plupart des personnes. C'est un peu comme la mascotte des réponses qu'on a eu à donner pour cette variable-là. Vous voyez, par exemple, sur ce graphique qu'on a ici, qui désigne la tendance centrale, les points là, ça peut être les différentes valeurs que les gens ont eu à donner. Et le point rouge représente un peu comme le milieu, le point qui peut rassembler au mieux ou représenter au mieux l'ensemble des individus qu'on a eu dans cette variable-ci. Et dans la tendance centrale, on a deux paramètres qu'on utilise couramment. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas couramment utilisés. Il y a la moyenne, notamment la moyenne arithmétique, qui est simplement la somme des réponses divisée par le nombre de participants. Donc, si j'ai eu les réponses de l'âge, par exemple, pour 50 personnes, la moyenne, c'est juste additionner les valeurs de l'âge des 50 personnes et diviser par 50. Tandis que la médiane, c'est la valeur pour laquelle j'ai la moitié des individus en dessous et la moitié des individus au-dessus. En fait, c'est la médiane qui représente le vrai milieu, en quelque sorte. Parce que c'est vraiment le point où tu as la moitié des personnes en haut et la moitié en bas. Et on a quelques exemples ici. Si on prend cette série de valeurs, supposons que ce soit les valeurs de la pression artérielle systolique. 120, 122, 124, 126, 128 et 130. Maintenant, si je veux connaître le milieu, vous conviendrez avec moi que c'est la valeur 125. Parce que si j'essaie de trouver l'équilibre là, je peux prendre ça ici. Et c'est ça qu'on va appeler la tendance centrale en fait. Et l'idée, c'est que si on me demande, par exemple,
les gens que tu as vus, leur pression artérielle, c'était de combien à peu près? Donne-nous un peu une idée. Il est clair que si je dis 120, je ne suis pas correct parce que je suis à une extrême là. Il serait plus judicieux pour moi de dire ils étaient autour de 125. Parce que je sais que 125, c'est le bon résumé. 125, c'est ce qui représente au mieux les parties qui sont en haut, les parties qui sont en bas. C'est vraiment comme le centre, comme la synthèse des réponses. Et c'est un peu comme ce qui peut représenter l'ensemble des individus qu'on a eus. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je prends une autre série de valeurs, 120, 122, 124, ça veut dire je change juste le 130 en 230. Toujours pour la pression artérielle, par exemple. Pour que le milieu reste à peu près le même. C'est ça qu'on a là. Mais si je calcule la moyenne, ça va me donner 142. Maintenant, la moyenne ici n'est pas un bon résumé pour l'ensemble des individus ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui a dépassé 142, la personne de 230. Et donc, vous voyez que si on me demande la tendance centrale pour cette deuxième population-ci, et je calcule la moyenne, je serais en train de faire une mauvaise description. Rappelez-vous, la table descriptive vise à faire comprendre de manière simple ce qu'il y a dans les données. Et donc, si je m'aventure à dire pour ce deuxième groupe, ben, la moyenne ou la tendance centrale, c'est 142. Ce ne serait pas vrai parce que 142 est quasiment à une extrême. Il n'y a qu'une personne qui a dépassé. Sur les 6 personnes qu'on a, les 5 autres sont en dessous. Donc 142 ne représente pas vraiment le bon centre. Ce serait plutôt d'utiliser 125 ici. Et c'est justement ça la différence entre la moyenne comme tendance centrale et la médiane. La différence, c'est que lorsqu'on a des valeurs qui sont extrêmes, ou qui sont très différentes des autres, à ce moment, la moyenne sera un mauvais indicateur parce que la moyenne va avoir tendance à déjouer les personnes. Et je prends un exemple même sur le plan financier parce que c'est ce qui permet souvent de mieux comprendre ça. Imaginez qu'on a dans une formation sanitaire où on a 30 médecins, parmi lesquels il y a un médecin qui a un revenu mensuel de 1 million de francs et les 29 autres ont un revenu mensuel qui est en dessous de 200 000. Et le ministre demande que, bon, est-ce qu'on paye bien les médecins dans l'hôpital? Il demande, OK, dites-moi, le salaire des médecins dans l'hôpital, c'est à peu près combien? Si quelqu'un s'aventure à calculer la moyenne, il peut trouver une moyenne de 500 000. Et des fois, je me dis qu'en fait, les gens ont en moyenne un salaire de 500 000 dans l'hôpital. Là. Le médecin risque de demander une diminution de salaire dans cet hôpital parce qu'il va dire que mais c'est trop. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui est au-dessus de 500 000. Mais puisqu'on a pris la moyenne, ça nous indique un mauvais centre, un mauvais résumé. Et on est en train finalement de faire une mauvaise description de la variable salaire. Alors que si dans ce cas, on avait pris la médiane, on serait rendu compte, OK, sur les 30 médecins, il y a 15 qui ont moins de 165 000 et 15 qui ont plus de 165 000. On lui aurait dit, ben, les gens ont globalement 165 000 comme revenu mensuel dans cet hôpital. Ce serait un meilleur indicateur de la tendance centrale. Et donc, il faut bien comprendre les deux éléments et savoir quand est-ce qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Et on le verra dans la suite également, quand est-ce qu'on peut prendre la moyenne ou la médiane et comment de manière simple et pratique, on peut arriver à distinguer ça. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle les paramètres de dispersion, qui représentent en fait la valeur qui résume au mieux l'écart entre les observations. Donc, quand on parle de dispersion, maintenant, ce qui nous intéresse n'est plus seulement le centre, mais c'est l'écart qu'il y a entre les différentes réponses. Par exemple, si je reviens sur mon graphique que j'ai là, vous allez voir que les flèches vertes qu'on a ici représentent les écarts qu'il y a entre chaque réponse et le centre qu'on a défini. Et le paramètre de dispersion serait donc de résumer en quelque sorte tous les écarts qu'on a entre les points ici pour rendre compte de la dispersion. Et en termes de paramètres de dispersion, on a deux qui sont souvent utilisés, l'écart type et l'intervalle interquartile. L'écart type, en fait, représente la moyenne des écarts entre les individus par rapport à la moyenne. Bon, simple. Quand on met comme ça, ça peut embrouiller un peu, mais je pense ça de manière simple. Prenons notre première série de valeurs qu'on a ici. Pression artérielle systolique, 120, 122, 124, ainsi jusqu'à 130. Et quand on calcule les moyennes, ça nous fait 125, tel qu'on a vu dans la diapo précédente. Maintenant, si je veux évaluer l'écart que chacun a par rapport à la moyenne, on verra que cet individu-ci, pardon, voilà, on verra que ce premier individu est loin de la moyenne de 5 points. Parce que de 120 à 125, il y a un écart de 5 points. On verra que ce deuxième, pardon, est loin de la moyenne de 3 points.
Parce que de 122 à 125, il y a 3. Celui-ci, c'est 1 point. 124, 126, c'est 1 point. 128, c'est 3 points. Et 130, c'est 5 points. Donc, ça, c'est les écarts que chaque individu a. Voilà. Je disais les écarts que chaque individu a par rapport à la moyenne qui est de 125. Ouais, que si je fais la moyenne de ces écarts-ci, donc la moyenne de 5, 3, 1, 1, 3, 5, ça me fait 3,6. Et je peux dire, globalement, les personnes sont loin de la moyenne de 3,6 points. C'est une estimation de l'écart qu'ils ont par rapport à la moyenne. Je prends un deuxième exemple. J'ai 105, 115, 125, 135, 145. Et la moyenne ici, c'est aussi 125. Le point du milieu, c'est 125 également. Mais si je calcule les écarts maintenant, vous verrez que le premier que j'ai ici est loin de 20 points. Le deuxième est loin de 10 points. 125 est loin de 0 points. Le troisième, c'est 10 points. Le dernier, c'est 20 points également. Et si je fais la moyenne de ces écarts, ça me fait 12. Et on peut dire qu'ici, les individus sont loin de la moyenne d'à peu près 12 points, globalement. Et vous voyez que cette dispersion, ce paramètre de dispersion va venir nous apporter une information supplémentaire qu'on n'avait pas avec la tendance centrale seule. Supposons que ça, c'était deux études différentes. Première étude faite à Douala, deuxième étude faite à Yaoundé. Les deux cas qu'on a là. Si je demandais juste, la pression artérielle était à peu près combien? Le gars de Douala m'aurait dit, c'était à peu près de 125. Le gars de Yaoundé m'aurait aussi dit, c'est à peu près 125. Puisque la moyenne et la médiane dans les deux cas, c'est 125. Et je pourrais croire que les deux populations sont semblables si je me base uniquement sur la tendance centrale. Mais en regardant de près, on se rend compte que non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gros écarts dans le deuxième groupe. Dans le premier groupe, les gens sont plus proches de la moyenne. Et donc, l'écart type va venir me renseigner sur cette dispersion-là. Et il y a même tellement les écarts dans le deuxième groupe qu'il y en a un qui est hyper tendu parce qu'il est à 145. Alors que dans le premier groupe, il n'y a pas d'hypertendu. Donc, vous voyez que si je me limite à la tendance centrale, je pourrais croire que les deux populations sont semblables. Mais quand je rajoute mon paramètre de dispersion, on comprend que non. Le premier groupe, les gens sont plus regroupés. Le deuxième groupe, les gens sont plus dispersés. Et c'est pourquoi il ne faut jamais donner une tendance centrale sans renseigner la dispersion. C'est comme une tentative de malversation ou de tromper les gens. Mais quand je mets ma tendance centrale, je mets la dispersion dans ma description ou alors quand je prévois déjà ça dans mon plan d'analyse statistique, j'ai comme l'assurance que mes résultats à la fin seront corrects et vont respecter les principes statistiques. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre ces notions afin de pouvoir les appliquer par la suite.